Bonjour à tous, nous continuons aujourd'hui notre cours sur les discriminations et nous allons parler à l'étape supérieure, passer à l'étape supérieure, excusez-moi, en parlant finalement de la notion d'égalité. En France, l'égalité n'est pas forcément quelque chose qui était naturel pendant très longtemps. Jusqu'à la Révolution française, la société, elle était régie par des différences et au contraire, justement, on construisait la société sur la différence. La différence religieuse, les catholiques étaient supérieurs aux juifs et aux protestants, et aussi une différenciation qui était faite en fonction de vos origines. Notamment, vous aviez trois ordres pendant très longtemps qui régissaient l'ensemble de la France. Au sommet, vous aviez ce qu'on appelait la noblesse, ceux qui se battaient, ceux qui avaient les privilèges, les seigneurs, qui allaient du roi jusqu'aux chevaliers de base, voire même les l'écuyer. Eux appartenaient finalement à une certaine élite, qui était exemptée d'impôts, qui avait les privilèges, qui devait se battre, mais qui possédait la terre et qui avait un certain contrôle des affaires. En dessous, ou plutôt à égalité réellement, il faudrait dire, vous aviez le clergé, c'est-à-dire tous les hommes d'église, qui étaient constitués en grande partie d'hommes de la noblesse ou de femmes de la noblesse qui avaient rejoint les ordres, et notamment quand vous aviez les personnages influents, les cardinaux, les évêques, les abbés, c'était généralement des membres de la noblesse. Les plus petits membres du clergé pouvaient être des hommes du peuple ou des femmes du peuple, mais c'était quand même pas forcément la majorité. Ces deux groupes avaient énormément de privilèges, alors qu'ils ne représentaient qu'à peine 5 à 10% de la population totale. Je vous l'ai dit, ils étaient exemptés d'impôts, ils pouvaient être reçus à la cour du roi, ils pouvaient avoir différents privilèges ou monopoles dans certains cas. Ils avaient certes des interdits, mais globalement ça se passait pas trop mal pour eux. Le reste de la population, c'est ce qu'on appellerait nous le peuple à notre époque, pour eux c'était le tiers-état, c'est-à-dire tous ceux qui ne sont ni nobles ni hommes d'église, bref, pratiquement tout le monde. 90% de la population française appartenait à ce groupe-là. Ils étaient aussi bien paysans, une grande majorité, que les artisans des villes, les marchands, etc., etc. Tout ce beau monde s'opposait, puisque certains avaient des privilèges, voulaient les conserver, d'autres, comme les bourgeois, voulaient en acquérir eux aussi, et la noblesse s'y opposait, et toutes les cartes vont être rebattues à la Révolution française. En 1789, le 14 juillet, vous avez la prise de la Bastille, et dans le courant de l'été de 1789, on déclare les droits de l'homme et du citoyen, qui commencent par les mots suivants: tous les hommes naissent libres et égaux en droit. À partir de là, cette notion d'égalité fait que les privilèges sont abattus et qu'on considère que chacun vaut un autre individu de la société. C'est pas aussi simple que ça, mais c'était le but idéal initial. À partir de 1790, pour la première fois, on va entendre parler de notre devise: liberté, égalité, fraternité. La liberté, chacun est libre de faire comme il veut. L'égalité, nous sommes tous au même niveau. La fraternité, nous sommes tous frères ou sœurs, et donc nous devons travailler tous ensemble. Et à partir de là, cette devise va aller, venir, plus ou moins être appliquée, être parfois un petit peu changée, jusqu'à devenir finalement la véritable devise du pays. Malgré tout, l'égalité va mettre du temps à se construire, et la loi doit se renforcer pour pouvoir véritablement la mettre en place. Notamment, elle se manifeste dans tout ce qu'on appellera les droits politiques, le fait de voter. Ces droits politiques, ils vont changer et évoluer dans le temps. À partir de la Révolution, les hommes peuvent voter. Et puis, selon les époques, on va plus ou moins ouvrir ce droit politique ou le refermer. Les hommes en fonction de leur âge, les hommes en fonction, en fonction de leur fortune. Tout ça, ça va être pris en compte. Les juifs vont acquérir des droits, comme les protestants, mais notamment les juifs parce qu'ils étaient souvent mis de côté. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi une certaine liberté qui sera en lien avec tout ce qui est l'opinion, tout ce qui est religieux, d'une certaine liberté civique finalement, les droits civiques. Et c'est ce qui nous permettra de nous exprimer comme nous voulons, d'avoir une liberté de la presse, qui sera plus ou moins muselée selon les époques, de croire en ce que nous voulons, de donner notre avis, de vivre comme nous avons envie tout simplement. Les droits politiques, ils vont se construire jusque dans les années 70. Il faudra attendre 1945 pour que les femmes puissent acquérir le droit de vote, et il faudra attendre les années 70 pour que la majorité passe de 21 ans à 18 ans. Et actuellement, nous vivons toujours sur ce modèle. À partir de 18 ans, vous pouvez voter, vous pouvez être candidat à certaines élections, parfois il y a une limite d'âge, mais malgré tout, vous pouvez vous présenter. Il existe une troisième catégorie de droits, les droits sociaux. Ce sont finalement toutes les aides que l'État va vous accorder pour vous permettre de vivre dans les meilleures conditions possibles. Nous, on y reviendra dans une autre partie du chapitre.
La plus belle partie finalement des droits sociaux que nous avons construits, c'est après 1945, quand, lors de la reconstruction du pays, on a décidé de créer ce qu'on appelait la sécurité sociale pour protéger les individus, pour qu'ils aient les droits finalement de vivre et d'habiter quelque part. C'est notamment quand on vous verse finalement les allocations logement, de faire des enfants et de pouvoir les éduquer dans des conditions convenables. On va vous aider si vous êtes malade, si vous êtes au chômage. Tout ça est pris en compte et ça, c'est quelque chose qui est très fort dans notre pays, qui n'est pas forcément du tout la même chose ailleurs. Cette égalité, donc, comme je viens de vous dire, elle se construit. Que ce soit les droits politiques, civils, civiques et sociaux, ils s'acquièrent au fur et à mesure et ils doivent s'adapter à la société. Ils doivent coller au mieux pour que tout le monde puisse se sentir intégré, quel que soit son sexe, quelles que soient ses origines ethniques, sa foi, ses origines sociales. Le but, c'est que la France devienne un creuset où tous les individus qui viennent s'y agglomérer puissent petit à petit s'intégrer, faire partie de l'ensemble, avoir envie de vivre avec les autres, et que tout ça, ça se renforce. Et ça passe forcément par une égalité. Même si on n'a pas toujours le ressenti de l'être. Quand vous êtes un enfant de l'immigration, vous n'avez pas immédiatement l'idée que la nation vous accueille. Et c'est pour ça qu'il faut toujours travailler pour intégrer les autres. C'est lent, ça prend du temps. C'est parfois des combats qui sont difficiles, mais qui sont toujours nécessaires. Si on prend ne serait-ce qu'un exemple, le cas des femmes, on voit qu'il a fallu beaucoup de temps pour que ça s'intègre. 1789, je vous l'ai dit, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Olympe de Gouges déclare qu'il faudrait faire aussi la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Pour l'appel, elle est guillotinée. Plus tard, il faudra attendre 1945, c'est-à-dire finalement plus de 2 siècles, pour qu'on accepte que les femmes puissent voter, qu'on arrête de dire que si on les laisse voter, c'est soit le curé du village, soit leur mari qui va voter une deuxième fois. Il faudra attendre 1965 pour qu'une femme puisse enfin avoir la plénitude de tout ce qu'elle possède, notamment son salaire. Auparavant, c'était son père, son mari, qui contrôlait finalement ses dépenses. 1967, pour qu'elle puisse commencer à utiliser ce qu'on appelle la contraception. Donc pouvoir avoir ou non des enfants au moment où elle le décide. 1975, pour qu'elle puisse décider d'avoir librement recours à l'avortement, avec des débats houleux à l'Assemblée nationale. On a parlé notamment de Simone Veil, qui est à l'origine de cette loi, mais on a aussi, on y reviendra quand on sera en troisième, le manifeste des 343, qui avait été comme rebaptisé par l'opposition le manifeste des 343 salopes, pour montrer l'image qu'on avait des femmes qui disaient publiquement qu'elles avaient eu recours à cet avortement. C'est pas la notion d'avortement en tant que telle qui est importante, c'est l'idée qu'une femme puisse ou pas prendre le contrôle de son corps. Et malgré tout, il a fallu du temps, de l'énergie pour que ça passe. 2000. En 2000, on se rend compte que lors des élections, généralement, quand on a des candidats, on présente souvent un homme, parce qu'on lui fait plus confiance qu'à une femme, un homme plutôt âgé, parce qu'on considère qu'il a plus d'expérience qu'un jeune, et on essaie de remettre ça en cause. Et on va mettre en place une loi sur l'égalité ou la parité, donc l'égalité entre les hommes et les femmes dans les élections, que ce soit pour des élections syndicales, mais que ce soit aussi pour un certain nombre d'élections locales ou nationales. C'est-à-dire que si je présente un candidat, je dois présenter en même temps une candidate. Donc on a comme ça un certain nombre de mandats, notamment tout ce qui est cantonal, etc., où vous avez 2 candidats, et vous avez un homme et une femme, forcément. Le but, c'est de montrer que la société qui est constituée à 51% de femmes, elle compte autant que celle des hommes. Et ça, c'est quelque chose qui était important. Comme toutes les lois, si on la transgresse, normalement, on a une amende. Et dites-vous que pendant plusieurs années, les principaux partis politiques français, de peur qu'on n'élise pas des femmes, ils préféraient payer cette amende. Et il a fallu du temps, il a fallu de la pédagogie, et actuellement, ça progresse. Et même si, actuellement, à l'Assemblée nationale, on n'a pas autant de députés hommes que de députés femmes, ça commence un petit peu à progresser. Il y a encore du boulot, et c'est là aussi la notion qui est très importante, c'est que l'égalité, elle est importante, elle est vitale, c'est ce qui nous permet de vivre tous ensemble, ce qui permet à la nation française et à la société française de vivre sans exploser, sans guerre civile, mais généralement, dès qu'il y a des tentations de violence, dès qu'il y a un problème politique et autres, ce sont justement généralement ces droits des femmes qui sont remis en cause en premier. C'est-à-dire que des droits, et notamment l'égalité, ça se construit, ça s'acquiert, mais ça peut se perdre aussi. Donc c'est toujours important de défendre son égalité, de défendre ses droits pour pouvoir être bien représenté. Dans un deuxième temps, nous, on verra en cours, comment, maintenant qu'on a parlé de la
forme de la devise avec l'égalité, comment cette fraternité nous permet véritablement de vivre ensemble et de considérer qu'on a tous notre place au sein de la société. Je vous retrouve au prochain cours, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Au revoir.